Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous faire l'honneur d'être devant votre petit écran ce soir. Vous allez certainement le constater, le mode introductif de cette édition est tout à fait particulier parce que notre cible est tout aussi particulière. Elles sont sourdes et muettes, elles ont été victimes de viols et d'abus sexuels du fait de leur handicap. Ce sont des jeunes Camerounaises qui, malheureusement, ayant perdu l'usage de la parole, souffrent dans le silence. Celles qui ont eu le courage de rompre justement ce silence-là se sont vues heurtées à un mur. Un mur, notamment celui de l'absence de la traduction et surtout de l'interprétation dans les différentes instances chargées d'assurer leur protection. Nous pouvons citer entre autres les services de la gendarmerie, de la police, les services dans les hôpitaux, etc. Face à ce phénomène qui gagne du terrain au Cameroun, à savoir le viol, et surtout les abus sexuels chez les personnes sourdes et muettes, Regard Social tire la sonnette d'alarme ce soir à travers des cas poignants pour éveiller des consciences et surtout réveiller les consciences des parents et proches de cette catégorie sociale. Vous ne le savez peut-être pas, les femmes sourdes et muettes victimes de viols et d'abus sexuels sont de plus en plus nombreuses au Cameroun. Et les chiffres en sont d'ailleurs assez éloquents à ce sujet. Malheureusement, comme indiqué plus haut, elles sont nombreuses à souffrir dans le silence du fait de cette barrière communicationnelle. Ce soir, nous allons percer le mystère. Percer le mystère en vous faisant découvrir des histoires assez particulières. Celle d'une jeune fille sourde et muette, enceinte à l'âge de 13 ans, à la suite d'un viol, et malheureusement, le bébé dont elle a donné naissance est elle aussi muette. Nous l'avons rencontrée à Obala. Obala, qui est une ville située à une trentaine de kilomètres de Yaoundé, la capitale du Cameroun. C'est un reportage que vous suivrez au cœur de cette édition. Et partant, nous allons permettre aux experts, comme il est de tradition, en deuxième partie de cette édition, de comprendre réellement ce qu'est la surdité, de comprendre pourquoi dans notre contexte social, cette catégorie continue ou cette classe continue de faire face à ces différentes barrières. Mesdames, Messieurs, je vous invite à rester très attentifs. Je vous donne rendez-vous dans une poignée de secondes pour donner la parole à notre témoin qui est en plateau. À tout de suite. Elle fait partie de rares Camerounaises, sourdes et muettes, ayant accepté de s'ouvrir aux questions de regard social. Elle fait partie de cette tranche sociale ayant été justement de viols et d'abus sexuels. Elle a accepté ce soir de s'ouvrir aux questions de regard social, je vous l'ai dit, et nous la recevons avec beaucoup de plaisir. Pascaline Mekati, bonsoir. Bonsoir. Alors, Pascaline, il faut le rappeler, est titulaire d'une licence en droit privé obtenue en 2009. Comment, dans votre état, vous avez pu obtenir ces diplômes, Pascaline? Mon problème de surdité. Je suis née entendante. C'est à partir de l'âge de 12 ans. Mais c'est à partir de l'âge de 12 ans où je n'entendais plus bien. où j'ai perdu l'usage de l'audition. J'ai commencé l'école normalement. J'ai commencé l'école normalement avant d'être sourde. À l'école des entendants. J'ai commencé à l'école normale comme tous les autres. Normalement, comme j'aimais beaucoup l'école, j'ai continué l'école. J'ai continué l'école. À l'école des entendants. Avec les entendants. À ce temps-là, il n'y avait pas les écoles pour les sourds. En ce temps-là, il n'y avait pas d'école spécialisée pour les sourds.
j'ai rencontré beaucoup de difficultés. J'ai rencontré beaucoup de difficultés. Le problème, c'est mon amour pour l'école. Mais mon problème était mon amour pour l'école. Jusqu'à l'université. J'ai continué jusqu'à l'université, jusqu'à avoir ma licence. Et après la licence, oui. Vous êtes titulaire d'une licence en droit privé, obtenue à l'université de Yaoundé. Mais depuis lors, qu'est-ce que vous faites? Vous avez pu avoir un emploi, Pascaline? Oui. Le problème, après avoir terminé mes études universitaires, il était difficile pour moi de trouver un emploi. J'ai fait beaucoup de démarches avec mes J'ai écrit beaucoup de demandes d'emploi. Mais quand j'arrive dans une société, on accepte mes dossiers. On accepte le dossier, mais on ne me rappelait jamais. Mon dossier que j'ai déposé. Par rapport à la suite de mon dossier. C'est toujours comme ça. Je le comprends pas. Et j'ai compris que c'est toujours comme ça. La première des choses qu'on regardait d'abord, c'est le problème de surdité. La première des choses qu'on regardait était le problème de surdité. Je pose mon dossier avec un diplôme qui est on n'arrivait pas à comprendre comment une personne qui n'entend pas puisse avoir un diplôme de licence. On ne fait pas confiance à mon dossier. Le dossier était moins crédible parce que j'étais sourde. Ce dossier est vraiment vrai. Est-ce que ce dossier est vrai? Est-ce que c'est vrai que tu as vraiment eu cette licence? Jusqu'aujourd'hui, je n'ai pas d'emploi. Ma famille aussi du côté de ma famille. Et ma famille n'a pas aisé pour m'appuyer quelque part pour trouver le travail. J'étais obligée, jusqu'aujourd'hui, je suis obligée de chercher au travail moi seule. Jusqu'aujourd'hui, je me débrouille à chercher un emploi, mais jusqu'aujourd'hui, je n'ai rien. C'est impossible pour trouver un emploi, quelque chose à faire. Mais mon nom n'est pas sorti dans la liste des recruteurs. J'ai eu à déposer un dossier quelque part. Mon nom est sorti, mais on recrute dans la force publique. On ne veut pas toujours recruter dans la force publique. Ils ont les diplômes, comme moi j'ai les diplômes. Voilà le problème. Donc, Pascaline explique qu'elle a justement eu à postuler dans le cadre du recrutement massif de 25 000 jeunes, qui est une opération récente du ministère de la fonction publique au Cameroun, mais elle n'a pas été retenue. Mais après de longues années d'études, Pascaline, est-ce que vous vivez comme une espèce de frustration aujourd'hui? Je ne pense pas que l'école, pour moi, je ne pense pas que faire l'école pendant longtemps, c'est un problème. J'ai fait beaucoup l'école, j'encourage les autres aussi. J'ai fait l'école, mais j'encourage que l'école, c'est d'abord pour apprendre à lire, à écrire. Si on ne va pas à l'école, parce que si on ne va pas à l'école, on peut rencontrer beaucoup de problèmes. Donc l'école est un plus, c'est un plus pour des personnes malentendantes. Parce que c'est vrai, ils ont besoin d'interprètes. Ils ne savent pas lire et écrire. Pour moi, ça ne me dérange pas. J'ai continué l'école jusqu'à l'université, même si aujourd'hui, je n'ai pas d'emploi, mais je suis fier de ce que je suis. Ok. Alors, faisons un pas en arrière. Vous dites avoir perdu l'audition totale à la suite d'une maladie à l'âge de 12 ans. Où étiez-vous? Qu'est-ce qui s'était passé? C'était une question de prise en charge médicale? Le problème de ma surdité, c'était à partir de l'âge de 10 ans
j'ai commencé avec des maladies de maux de tête. On n'était pas en ville, mais dans un village où il n'y a pas les hôpitaux. J'habitais dans un village où le problème des oreilles, les remèdes qu'on me donnait, c'était simplement pour les maux de tête, mais avec le temps, ça commençait à s'aggraver jusqu'à arriver à l'audition. Je suis restée parce que mes parents aussi. Je suis restée comme ça. Mes parents n'avaient pas de moyens. En ce temps-là, avec mes autres soeurs, nous sommes nombreux. Avec mes soeurs, mes frères, alors je suis restée comme ça. Je suis restée comme ça. Pour calmer les problèmes de maux de tête. Je suis restée à prendre les médicaments pour les problèmes de maux de tête jusqu'à l'âge de 22 ans. Je suis arrivée en ville avec les parents. Arrivé à l'hôpital, on m'a consulté et on m'a dit que c'est un problème d'audition parce que je suis restée longtemps parce qu'au village, le village, c'est des hôpitaux spécialisés. Voilà, le village, c'est Kribi, c'est dans les encabés de Kribi, si j'ai bonne mémoire. Donc vous estimez que si vous aviez été dans le sud, voilà, si vous aviez été prise en charge par des experts, des spécialistes, vous n'aurez pas été malentendant. Oui, je pense. Mais c'est seulement, c'était le problème de manque de moyens pour ma famille. Aussi, c'était le problème de manque de moyens pour ma famille d'arriver en ville. Pour le problème de surdité, mon problème de surdité. Je suis restée avec ça comme ça, jusqu'à nos jours. Mais comment vous parvenez à réussir alors que vous n'entendez pas parmi les élèves qui jouissent de tout leur sens? Comment ça s'est passé? Comment vous étudiez? Comment il faisait à l'école? Normalement, quand j'étais en je pouvais prendre un cours moi-même. Mais quand je suis devenue sourde, mais quand je suis devenue sourde, les professeurs savaient que moi j'étais sourd. Aussi, mes camarades savaient que j'étais sourd. Et ils permettaient que moi je copie, que je regarde à côté pour copier les cours. Et ils m'aidaient aussi beaucoup. Et j'arrivais à la maison, j'étudiais. Et quand le moment de composer arrivait, j'allais la composer. J'avais un seul problème, c'est le problème de dictée, épreuve de dictée. Impossible. Je ne pouvais pas faire la dictée jusqu'à l'université. Arriver à l'université, c'était facile parce que là-bas, tu peux acheter les cours. Si tu ne veux pas faire des cours, le professeur peut, tu peux acheter les cours du professeur. Ou je demandais à mon camarade de classe et arrivé à la maison, j'étudiais. Et c'est ça qui explique ma réussite jusqu'aujourd'hui. Ok. Alors, Pascaline a une histoire assez particulière. Elle a perdu, ça vous l'avez compris, l'audition à l'âge de 12 ans, à la suite d'une maladie qui a été, dont la prise en charge n'aura pas été efficace. Malgré ce handicap, elle a pu poursuivre ses études jusqu'à l'obtention d'une licence en droit privé. C'était en 2009 et depuis lors, elle est justement sur le marché de l'emploi. Mais Pascaline, il y a une étape ou une page de votre vie que vous n'aimez pas beaucoup, mais vous avez accepté ce soir d'en parler tout de même. Il s'agit d'un cas de viol dont vous avez été victime du fait de votre handicap. Qu'est-ce qui s'était passé? Le problème de viol, ça a commencé à l'université. Nous avons
Nous avons beaucoup de cas de jeu là-bas. Nous avons beaucoup de cas de jeu. Ça a commencé avec le harcèlement sexuel. Parce qu'à l'université, alors je restais seul, je restais dans une chambre. Alors, mon problème a commencé avec une amie, mon voisinage, qui me dérangeait avec ce problème de sexe jusqu'à arriver au viol. Et aussi, on rencontre beaucoup de garçons comme ça pour les autres personnes sourdes. Ça commence toujours avec le harcèlement sexuel. Après, ça devient agressif. Et après, ça aboutit au viol. Mais pourquoi ça commence par le harcèlement sexuel? Comment vous comprenez ça? Ça passait à cet âge. Pendant ce temps, je venais. Parce que pendant ce temps, j'étais nouvelle à l'université. J'ai commencé à suivre le mode. Alors j'ai commencé à suivre la vie universitaire sur mon habillement, comment les filles s'habillaient, un peu présenter son corps. Alors je comprends pourquoi les garçons, l'ami d'un de mes voisins a commencé à s'intéresser à moi avec son regard trop regardant. Alors j'évitais, mais lui il me suivait et un jour il m'a attrapé, il m'a forcé et j'étais seul dans la chambre. Il a profité et il a fait son forfait. Alors, vous côtoyez d'autres jeunes filles sourdes et muettes comme vous. C'est récurrent dans votre cadre. Oui, il y en a plusieurs. J'en connais plusieurs. Je suis président de l'association des tantes sourdes de Yaoundé. Il y a beaucoup de cas de viol dans notre association. Des sourds, il y a des filles qui n'ont pas 15 ans, mais ça arrive. Et aussi, ce sont des frères de la même famille qui violent. Aussi des voisins. Parce qu'on sait qu'ils ne parlent pas, même s'il expliquera après, on ne comprendra rien. Parce qu'on sait qu'elle ne peut pas crier, elle ne peut pas crier. Il y a aussi le problème de confiance familiale. Quand une fille sourde est violée, quand elle explique à son parent, mais le parent ne fait pas confiance. C'est pourquoi les filles sont obligées de se taire et de ne rien dire. Parce que les parents, d'abord, ne font pas confiance. Mais c'est récurrent aussi, peut-être parce que vous êtes difficile, vous refusez d'aimer. Pourquoi vous n'ouvrez pas votre cœur? Le problème, c'est quoi? Les sourds sont comme les entendants. Elles veulent aimer. Mais c'est parce que nous sommes sourds et les garçons nous prennent comme des jouets. Et c'est le pourquoi nous avons peur parce qu'ils viennent et ils veulent jouer. Et c'est là où commence le harcèlement sexuel. Ça peut arriver, il peut te violer
Ça peut arriver qu'on te viole parce que tu n'acceptes pas les avances. Tu n'acceptes pas les avances. Mais les sourds aiment amour vrai, pour arriver jusqu'au mariage. Alors, c'est le problème des respects aussi. C'est aussi le problème du respect de la femme sourde. Les hommes sont difficiles. Ils ne veulent pas respecter la femme sourde. Ils veulent l'utiliser comme des objets de plaisir, des objets de plaisir sexuel. Mais pourquoi alors? Pourquoi? On sait sûr quelqu'un qui est vraiment sérieux, qui nous respecte. Nous voulons aimer, mais nous cherchons une personne sérieuse qui connaît respecter la femme. C'est ça que la plupart des filles sudes rencontrent aujourd'hui. On compte aujourd'hui le nombre de filles parce que nous comptons beaucoup de filles sourdes qui sont mariées. Et les filles sourdes qui accouchent, ils ont des enfants avec des papas différents. Mais est-ce que ce n'est pas aussi un problème de complexe, Pascaline? Est-ce que le fait d'être sourde ne vous contraint pas à construire absolument une barrière, à repousser absolument, à ne pas écouter le langage du cœur? Que ce soit le cas, parce que je ne pense pas que ce soit le cas, parce que le problème, c'est un problème d'abord de communication difficile. C'est pourquoi les filles sourdes ont l'habitude de fuir les entendants. Parce que relation sourd avec entendant, pas facile. Sourd qui se marie avec entendant, il n'aime pas, parce qu'il pense que entendant commencera à tromper. C'est le problème de communication qui dérange toujours. Il y a aussi des entendants qui ne veulent pas apprendre la langue des signes. Ce n'est pas seulement avec la langue des signes, il y a aussi la lecture labiale. C'est à l'entendant d'apprendre comment le sourd communique. Là, lui, il sera vrai. Mais j'ai parlé à un mari, à un époux de sourde qui m'a confié que son épouse était très impulsive. C'est récurrent? Je n'ai pas encore rencontré un cas de mariage précoce. Mais dans notre association, il y a très peu. Il y a des filles sourdes qui arrivent du village, rencontrent les problèmes de mariage. C'est toujours avec une fille sourde et entendant. Les filles qui arrivent du village, les filles qui arrivent du village, parce qu'elles n'ont pas étudié, elles n'ont pas fait l'école, elles entrent dans le mariage et ça fait problème. Des personnes avec qui ils font couple, parce que problème de communication, on peut taper, là elle reste sage. Quand elle veut même fuir le mariage, les parents l'encouragent à rentrer. Que non, c'est ça le mariage.
Alors, dites-nous, Pascaline, vous avez rompu le silence pour ce qui est du viol dont vous avez été victime au bout de nombreuses années. Pourquoi? Il a fallu du temps. Mon problème de viol a été difficile parce que la confiance dans la famille. Mon problème, c'est quoi? Mon problème, c'est quand j'ai rencontré Renata. J'ai gardé mon problème jusqu'à ce que je rencontre le Renata qui m'a donné le courage d'expliquer, de m'exprimer avant de m'ouvrir, parce que j'avais toujours peur, parce que problème de confiance. Mais dit que c'est moi qui suis responsable, non. Et lorsque vous avez rompu le silence, comment votre entourage a accueilli ça? Et dans le cadre de votre association, est-ce que c'est un centre d'intérêt? Est-ce que la question vous préoccupe? Puisque c'est une question évidemment qui touche de nombreuses femmes sourdes et muettes au Cameroun. Pour l'association des tantines sourdes, nous avons plusieurs tantines sourdes que le Renata a formées. Et aussi, nous sommes devenus des tantines pour sensibiliser les autres filles de ne pas tomber dans les mêmes erreurs que nous, pour qu'elles deviennent sages, qu'elles adoptent des comportements responsables. Et aussi la façon de se comporter avec les autres. Il y en a certains qui changent, mais aussi d'un côté, il y en a qui ne changent pas. Mais elles sont nombreuses à travers le pays qui tombent enceintes. Je veux parler des jeunes femmes sourdes de muettes qui sont tombées enceintes à l'âge précoce, 12 ans, 13 ans pour la plupart. Il y a ce problème avec les filles sourdes qui ont ces problèmes de grossesse précoce. Parce que problème de manque d'information. Parce que si dans la famille, il y a un problème de manque de communication, parents-enfants, les parents ne peuvent pas donner des conseils aux enfants pour éviter les grossesses précoces. Alors, elles aussi ne connaissent rien. Même si elle a atteint l'âge de l'âge de 12 ans, elle ne sait pas que là, il y a des maladies sexuellement transmissibles dehors. Elle peut attraper la grossesse. Et les parents sont là simplement pour gronder, pas pour conseiller. Ce sont les parents qui doivent commencer à communiquer avec leurs enfants. D'un autre côté, il faut laisser les enfants aller au contact des associations pour recevoir des informations avec la communication de la langue des signes
pour que ces choses comme les grossesses précoces n'arrivent plus. Mais il y a certains parents qui n'acceptent pas que la fille sourde va dans les associations parce qu'ils pensent que c'est là que les filles sourdes reçoivent des mauvais conseils. Donc, vous interpellez ce soir les parents. Moi, je conseille aux parents d'apprendre premièrement à communiquer avec leurs enfants. Même s'ils ne peuvent pas signer, ils peuvent, avec la lecture labiale, apprendre même les signes à leurs enfants. Quand l'enfant parle ou quand l'enfant signe, il faut apprendre le langage gestuel. Avec le temps, il apprendra, il s'habituera. Mais certains parents n'ont pas le temps parce que occupés par de multiples services, le sourd est abandonné. Parce que à la maison, il ne reçoit rien. Le problème aussi, il faut que les parents sachent qu'il y a l'école spécialisée. Eux-mêmes, les parents peuvent arriver à l'école et s'inscrire pour apprendre à signer avec leurs enfants. C'est un problème de volonté pour les parents. Mais nous constatons que le parent n'a pas le temps. Alors faisons un pas en arrière, Pascaline, votre propre vie sentimentale. Est-ce qu'il est arrivé que Pascaline tombe amoureuse d'un homme? Et comment ça s'est passé? Mais bien sûr, c'est normal. Tout le monde dans sa vie tombe amoureux. Actuellement, je vis avec une personne, pas encore mariée. Et comme je parlais du problème du manque d'emploi, il y a des sourds qui vivent ensemble. Mais nous-mêmes les sourds, nous rêvons de nous marier. Et aussi à la mairie, faire la fête. Mais le véritable problème qui empêche l'épanouissement, c'est le travail, le problème d'emploi. Se marier pour nous, c'est difficile. On reste comme ça, on vit comme ça. Ah bon, on reste comme ça. C'est la même situation. Nous sommes en couple, mais pas encore mariés, avec un enfant. Par exemple, moi-même, je ne travaille pas. Mon petit ami, il travaille, il s'occupe avec le peu de moyens qu'il a. En attendant, nous restons comme ça. Est-ce qu'il est lui aussi sourd? Oui, j'ai mon fiancé, il est sourd comme moi. Parce que j'ai d'abord fait l'expérience avec les entendants. Mais j'ai été déçu. J'ai rencontré toujours des personnes qui voulaient jouer. Alors j'ai rencontré le sourd, par exemple, je ne l'ai pas cherché. Il est venu vers moi et je l'ai accepté. Et j'ai vu qu'il était sérieux.
Et nous sommes mis ensemble jusqu'à aujourd'hui. Vous avez eu quel problème avec les personnes qui ne sont pas sourdes, les personnes qui entendent et qui parlent? Le problème c'est quoi? C'est le problème d'amour. Le problème, c'est quoi? C'est un problème d'amour. La relation avec les entendants, ma relation avec les entendants. Les entendants que j'ai rencontrés jouent avec le cœur des filles sourdes. La fille sourde a l'amour dans le cœur, mais le garçon, il joue. Il joue. Elle ne veut pas ça. Il joue. Et c'est ça. C'est ça, c'est le pourquoi j'ai arrêté avec les entendants. Parce qu'ils jouent avec le problème de cœur. Alors, quel est le conseil que vous donnez ce soir, Pascaline, aux parents d'enfants sourds qui vous écoutent de par votre expérience? Ce que je peux dire comme conseil, comme moi j'ai fait l'école, même si au Cameroun, il y a absence de structure d'encadrement des sourds. On ne compte pas le nombre d'écoles publiques. La première des choses que je peux conseiller, de faire d'efforts, de travailler et d'inscrire leurs enfants à l'école spécialisée pour déficients auditifs. Même si ça coûte un peu, ils peuvent se débrouiller pour le faire. De l'autre côté, il y a le problème de communication. Ils essayent de faire un effort de communiquer et aussi de venir s'inscrire dans une structure de formation en langue des signes. Il faut que les parents d'enfants sourds aient le temps d'écouter leurs enfants, les conseiller et aussi les habituer à écouter les informations. Parce que l'éducation commence à la maison. Et aussi le problème de confiance. Il faut que le parent essaye de faire confiance à son enfant. Il faut que le parent apprenne à écouter son enfant. Ok. Mais avant de sortir, avant de vous permettre de vivre le reportage que nous avons réalisé à Obala, Obala qui est une localité située à une trentaine de kilomètres de Yaoundé, la capitale du Cameroun. Avant d'y aller, dites-nous, Pascaline, quels sont les problèmes ou les difficultés auxquelles font face les femmes sourdes et muettes victimes de viol au quotidien? Dans les hôpitaux, par exemple, l'établissement d'un certificat médical, la communication avec la police, la gendarmerie pour dénoncer. Il y en a beaucoup. Les sourds en ont beaucoup. Jusqu'aujourd'hui, le gouvernement a oublié les sourds. On fait beaucoup de choses pour les aveugles, les handicapés physiques. Le problème des sourds, nous continuons à lutter pour que le gouvernement comprenne, qu'ils essayent de comprendre ce que les sourds veulent exactement. Parce que problème dans les hôpitaux, beaucoup de sourds
ne vont pas dans les hôpitaux parce que le problème de communication, absence d'interprète dans les hôpitaux. Quand tu arrives dans un hôpital, si tu ne parles pas, tu ne sais pas lire et écrire, vraiment c'est difficile pour toi. Vous allez rester là jusqu'à ce que les entendants finissent. On vous demande, attendez, attendez, parce que problème de communication. Certaines personnes ne peuvent faire des efforts pour les sourds, qui savent écrire et lire. Ils ne font pas d'efforts. Absence des images sur les portes des bureaux pour l'orientation. C'est difficile de demander un renseignement. Quand tu arrives, c'est difficile pour le personnel de santé de communiquer avec le sourd parce qu'il ne sait pas. Mais face à tous ces problèmes, vous venez de Yaoundé. Pourquoi vous n'êtes pas allé rencontrer le ministre des Affaires sociales pour lui faire part de ces préoccupations-là? Vous résidez à Yaoundé. Le problème des affaires sociales, comme je parle, c'est le gouvernement en général. Le problème des affaires sociales, c'est le gouvernement en général. Parce que ce n'est pas seulement le ministère des Affaires sociales qui doit résoudre le problème des sourds. D'autres ministères ne veulent pas du tout toucher ce problème. Arranger ce problème. Nous sommes déjà allés au ministère des Affaires sociales. Pour le problème des sourds, nous sommes allés au ministère des Affaires sociales. Jusqu'aujourd'hui, nous sommes dépassés. Mais nous continuons. De notre côté, parce que jusqu'aujourd'hui, le ministère des Affaires sociales ne veut pas. Jusqu'aujourd'hui, le même ministère des Affaires sociales ne veut pas bouger pour les sourds muets. Le problème des interprètes. Parce qu'on a besoin des problèmes des interprètes qui peuvent travailler, aider les sourds à travailler dans la fonction publique. Quand on fait le discours du chef de l'État, pas d'interprète jusqu'aujourd'hui. Même les journaux présentés. Pourquoi vous ne vous engagez pas en politique pour aller à l'Assemblée nationale, par exemple, améliorer les politiques, susciter le débat et en faire une préoccupation véritable? C'est pas nouveau. Les sourds ont déjà fait, nous avons déjà fait plusieurs tentatives d'engager pour faire quelque chose, pour faire bouger. Nous avons, nous les sourds, fait plusieurs tentatives pour résoudre, pour rencontrer des autorités. Nous sommes allés au ministère du Premier ministre, pour donner le travail. Il y en a plusieurs des sourds qui n'ont pas le travail dans la fonction publique. Il y en a 1, 2, 3, à peine 5 qui travaillent. Jusqu'aujourd'hui, nous attendons. Le ministère des Affaires sociales nous a conseillé que ce n'est pas elle qui donne des emplois, mais c'est le ministère de la
fonction publique qui donne l'emploi. Donc c'est le ministère de la fonction publique qui doit décider à donner un emploi aux sourds. On a contacté le Premier ministre pour demander encore ce problème. Nous avons contacté le Premier ministre pour demander ce problème. Pour demander l'accès du sourd aux informations, journal et bien d'autres. Il y en a d'autres problèmes. Ils répondent en disant qui doit payer l'interprète, qui doit faire ça. Jusqu'aujourd'hui, très bien. Il n'y a rien. Alors, nous retenons justement de votre explication, Pascaline, que cette personne sourde et muette ont été recrutées dans la phase de recrutement massive de 25 000 jeunes dans la fonction publique au Cameroun, malgré les démarches que vous avez entreprises auprès du gouvernement. En tout cas, nous avons pris note et nous espérons bien entendu que les décideurs sont à l'écoute ce soir. Pascaline, nous vous proposons de rester avec nous sur le plateau pour un petit voyage, une petite balade. Nous allons tout de suite nous rendre à Obala. Obala, qui est une localité située à une trentaine de kilomètres de Yaoundé, la capitale du Cameroun. Nous avons rencontré là-bas une famille qui porte pratiquement un calvaire, qui porte une charge psychologique assez importante. Il s'agit de l'histoire d'une jeune adolescente qui est tombée enceinte à l'âge de 13 ans à la suite d'un viol, et le bébé qui en est issu est elle aussi malheureusement sourde et muette. C'est un reportage que nous proposons de suivre avec un reportage qui a été réalisé bien sûr avec la caméra de M. Samuel Tchoufa, le chef opérateur de cette émission. Nous vous proposons de suivre ce reportage et juste derrière, nous donnons la parole à nos experts. A tout de suite. Elle se prénomme Nicole. Identité civile, 16 ans. Ce matin, la récolte des fruits dissipe mal la charge psychologique qui pèse sur ses épaules. Nicole ne parle pas, elle n'entend pas. Cette adolescente, sourde et muette, a été victime de viol à l'âge de 13 ans par un inconnu qui court toujours. Elle est sourde muette, elle n'entend pas, elle ne parle pas. Donc c'est là que le gars lui a eu, elle a été violée, violemment vraiment, elle pleurait, elle sentait mal. Mais on ne savait pas ce qui s'était passé. Elle était donc toujours malade. Elle me dit qu'elle ressent mal, elle ressentait mal, tellement. Et comme ça. Donc à la longue, j'ai payé quelques comprimés croyant que c'était rien que le mal de ventre. C'est quand on a donc mené les enquêtes qu'on a vraiment trouvé qu'elle a été violée. Bon, le garçon avait l'habitude de m'appeler. Tout le temps, il m'appelait. Quand je passais, je lui disais toujours non, 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 je ne veux pas. Et un jour, le garçon a trouvé une occasion favorable. Il m'a fermé dans la chambre. Il m'a appelé, j'ai réussi à entrer dans la chambre. Il a alors fermé la porte et il m'a violé. Il m'a pris de force, il m'a déshabillé.
il a fait ça pour longtemps. Et après, j'ai commencé à pleurer et je suis allé à la maison. Je suis rentré à l'internat. On m'a demandé où j'étais, ce n'était que des pleurs. Jusqu'à ce que j'ai attrapé une grossesse. Et pour finir, j'ai mis au monde un enfant. Maintenant, il fallait chercher le garçon. Il fallait montrer la maison du garçon où le garçon vivait. Nous sommes allés là-bas avec mes parents, il n'y avait personne à la maison. Le gars avait disparu. Bon, avec la maman, nous avons commencé à chercher, nous avons cherché, nous ne l'avons pas trouvé. Bon, jusqu'à présent. Et papa a demandé qu'on laisse l'affaire, que le fait est déjà fait, qu'on laisse tomber. Et on a demandé qu'on laisse. Et papa a commencé à faire le nécessaire, il a aidé. Et nous sommes allés à l'hôpital. Et nous avons, tout s'est bien passé, j'ai accouché d'une fille. Sa maman ne parle pas, son enfant ne parle pas. Qu'est-ce que ça va me devenir? Vous voyez, ça me fait mal. Ça me fait mal. Vous voyez l'enfant? Elle n'est que de sens. Cet enfant-ci, je la pleure plus que sa maman même encore. Un pas en arrière, c'est en mars 2013 que le chef de cette famille constate la grossesse de sa fille. Nicole est alors élève dans une école spécialisée à Oubala. Du fait des difficultés de communication, personne n'aurait pu imaginer son calvaire. Même pas sa mère, pourtant si proche de sa fille. À 13 ans, la découverte de la grossesse est faite, à la grande surprise de tous. Nicole est devenue sourde et muette à la suite d'une méningite, mal soignée à l'âge de 3 ans. Du viol dont elle a été victime est née une enfant. Cette fillette qui représente désormais la prunelle des yeux pour la famille. Puis, elle aussi ne parle pas et n'entend pas comme sa mère, à qui le destin a collé l'identité de sourde et muette. Vraiment, c'était trop difficile. Trop difficile. Parce qu'avec beaucoup de petits-fils, celle-ci, elle ne connaissait rien. Il fallait vraiment tout. Je faisais tout. Elle a arrêté l'école, elle était là à la maison. Elle ne connaissait rien. Manger même, c'était difficile. C'est moi qui fais tout, jusqu'à cet âge que l'enfant a déjà. Ça m'a fait mal. Tellement mal même au corps. Parce que j'ai même porté plainte. La plainte n'a pas eu de suivi au niveau de la gendarmerie, puisque le directeur de cette école est malentendant. Même la femme qui les suivait, elle est malentendante. Mais moi, ça me faisait tellement mal que je pouvais suivre alors qu'à la gendarmerie, eux aussi, ils ont négligé l'affaire. La famille aurait pu décider d'interrompre la grossesse. Mais le bon sens chrétien et surtout la volonté de sacraliser la vie conduit son chef à la garder. J'ai décidé, en tant que parent, j'ai décidé que mes parents n'enlevaient pas de grossesse aux enfants. Et j'ai décidé de garder la grossesse avec l'enfant pour que cet enfant grandisse, pour qu'elle aussi, son image après, je ne sais pas qu'est-ce que cet enfant peut devenir demain. Et c'est pour cela que j'ai gardé la grossesse. Et pour que l'enfant soit, j'ai mis tous les petits moyens que j'avais pour qu'elle fasse l'hôpital. À l'hôpital, j'ai dépensé
l'échographie, beaucoup de choses, j'ai dépensé. Mais je n'avais pas d'aide, je n'avais personne. Je partais souvent dans son école, j'avais déjà payé la scolarité là-bas de 70 000. Je n'avais pas de retour. Et l'année-là, chance parce qu'elle a eu le CEP cette année-là. Plus dur, le présumé violeur court toujours. Cet acte de viol perpétré sur mineurs et des surcroîts sourds et muettes a été malheureusement rangé au placard de l'impunité. La gendarmerie d'Oba l'a saisie et s'est montrée impuissante face aux difficultés de communication. Pas d'interprète de signes dans les services. On n'a rien vu comme enquête, on a fait des enquêtes. Quand elle ne voulait même pas nous dire. Elle ne voulait pas. Mais à force de demander, elle est donc partie avec nous là où se trouvait le gars. On a trouvé que le gars avait déjà déménagé. Il n'était plus là. Donc c'est un de ses oncles qui me dit qu'un jour, il avait vu la fille sortir de la maison. Donc comme ça seulement. Donc jusqu'à aujourd'hui, je ne connais même pas le gars. On n'avait personne pour nous aider à suivre cette histoire jusqu'au bout. Les difficultés que nous avions vues au niveau de la gendarmerie, on n'avait pas de traducteur à la gendarmerie. Même quand ces sourds-muets parlent, moi je ne connaissais, je n'entendais pas. Quand moi aussi je parle, ils ne m'entendaient pas. On parlait seulement la langue de sourds. On ne sait pas qui est qui. Bon, moi aussi, je me suis vu qu'il faut laisser. Et j'ai commencé à pleurer dans mon cœur que comment cette charge que j'ai avec tous les enfants que j'ai à la maison, encore une autre qui vient, je ne dois pas aussi enlever la grossesse avec tout le mal que j'ai eu à dépenser. J'ai accepté de dépenser. Je n'ai eu personne en aide. Personne n'est venu à mon aide. Âgée de 16 ans, Nicole est mère d'une fillette âgée de 3 ans. Les deux ne parlent pas et n'entendent pas. La petite Sabine Fortune que voici n'a eu droit à aucun examen médical spécialisé. Raison évoquée, difficultés financières. Sa mère a dû interrompre sa formation scolaire pour intégrer les rangs de l'activité informelle. Espoir partagé, s'occuper un jour, tout est seul, de cet enfant. Appelle-la. Nous nous débrouillons comme ça, avec elle-même. Elle doit s'habiller, son enfant, et peut-être l'année prochaine, elle doit aller à l'école. La charge qu'elle a maintenant, elle ne peut pas, elle ne s'en sort pas avec cette charge, puisque c'est dans moi que tout se repose. Maintenant là, pour qu'elle mange, c'est toujours moi et sa maman. Et elle n'a pas de quoi survivre. Elle n'a personne. La voilà, comme vous la voyez. Elle est ici à la maison, elle ne fait rien. C'est moi qui prends charge. Et ça me fait mal. Quand elle est là, je n'aime pas la voir comme ça.
il faut bien entendu démarrer le moteur de la dénonciation afin que les présumés violeurs soient justement interpellés et rendent gorge, puisqu'il s'agit d'un phénomène qui touche une frange importante de Camerounaises. Et bien entendu, vous avez pu le constater, c'est ça, Regard Social, aller justement sur le terrain, dans le Cameroun profond, pour poser un regard objectif et froid sur les tares de notre société afin de bâtir un monde meilleur. Et tout de suite, je vous présente le panel des experts qui sont avec nous ce soir. Nous recevons avec beaucoup de plaisir le docteur Youda Marcus. Docteur, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Eric. Bienvenue sur le plateau de Regard Social. Merci, c'est gentil. Vous êtes otorino-laryngologue. Oui, c'est exact, c'est ça. Ça veut dire quoi? Le médecin qui est spécialiste des maladies qui atteignent les oreilles, la gorge, le nez. Voilà. Bien. Et comment vous réagissez à ce reportage, au témoignage de la dame que vous avez écouté sur ce plateau en première partie? La réaction, c'est simplement avouer que c'est un peu cruel, comme vous le dites, parce que des gens profitent du handicap de certaines autres personnes pour en abuser. C'est ça la cruauté. Sinon, bon, la surdité en soi, c'est un handicap comme les autres et il faut qu'on pense à prendre en charge les sourds profonds. Voilà. Très bien. Alors, merci de nous faire l'honneur d'être là, docteur Youda. Catherine Abba Fouda, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue sur le plateau de Regard Social. Vous êtes de la société civile précisément du réseau national des Tantines, qui travaille régulièrement sur les questions de viol au Cameroun. Quelle est la propension du viol dans la couche des femmes ou des filles sourdes et muettes au Cameroun? D'après notre étude, la dernière qui remonte à 2008 et publiée à 2009, il en ressort que 5,2% des filles et femmes sont sexuellement abusées, ce qui représente plus de 432 000 filles et femmes au Cameroun. Sexuellement abusées. Sexuellement abusées, c'est-à-dire violées, toutes violées. C'est une étude qui est basée sur les abus sexuels, donc le viol. Sur quelle période? Nous avons mené l'étude en 2008. Elle a été publiée en mai 2009. Ok. Bien, merci de nous faire l'honneur d'être là. Vous venez de Yaoundé, la capitale du Cameroun. Et puis maître Tiamo Clémence, bonsoir. Bonsoir Eric, bonsoir à tous les téléspectateurs. Vous êtes avocate, inscrit au barreau au tableau de l'ordre, oui. Des avocats du Cameroun. Bienvenue sur le plateau de Regard Social. Dans votre posture de femme, comment vous réagissez à ces différents témoignages? J'avoue que le témoignage de la dame était assez émouvant. Et en tant que praticienne et en tant que mère d'enfant, j'ai été suffisamment choquée. Surtout parce que dans son cas, le violeur n'a pas été retrouvé et puni conformément à la loi. Ce qui fait en sorte que les éventuels violeurs ne seront pas à 100% découragés. Parce que lorsqu'il y a un cas d'impunité, les autres personnes se disent telle affaire a commis telle infraction, il n'est pas puni et puis ça ne décourage pas les éventuels violeurs. Ok, bien. Pascaline Mekati est restée avec nous sur le plateau. Elle pourra évidemment contribuer à nourrir le débat de par sa formation de juriste et surtout de par ses connaissances acquises dans le cadre de son militantisme dans la lutte justement contre le viol et les violences sexuelles sur cette couche
de cette catégorie de femmes. Et puis je signale que la signature que vous avez au bas de votre petit écran est faite par Merlin Defossadeux, qui est professeur en langue des signes, professeur spécialisé pour déficients auditifs. Il est par ailleurs interprète en langue de signes. Alors tout de suite, nous rentrons dans le vif du sujet avec vous, docteur Youda. Bien de parents nous écoutent ce soir. Alors, c'est quoi la surdité? Comment le devient-on? La surdité, c'est un handicap. C'est un handicap qui se manifeste dans un déficit de la communication. Dans la surdité, la personne n'entend pas. Voilà, c'est ça la définition. Donc, on peut avoir des degrés variables qui partent de façon sémantique de l'hypoacousie jusqu'à surdité profonde. Voilà. Donc, l'hypoacousie étant le trouble auditif qui sont de degrés variables. Voilà. Donc, comment est-ce qu'on devient sourd? Il y a plusieurs façons. On peut le devenir par les maladies, c'est-à-dire les otites, les infections des oreilles peuvent entraîner la surdité. On peut devenir sourd par les traumatismes sonores. Par exemple, dans les milieux professionnels où c'est bruyant, au bout d'un certain délai, on peut devenir sourd. On peut devenir sourd aussi de façon génétique. Donc, ça représente une proportion un peu réduite. Donc, des gens qui, suivant les cas, peuvent naître, entendre, acquérir la parole, et puis progressivement devenir sourd. Donc, ça se rencontre davantage dans les surdités génétiques. Bon, ça c'est l'autre catégorie. Je crois que j'ai déjà balayé les différentes catégories dans lesquelles on peut devenir sourd. Reste que, docteur, vous avez écouté les différents témoignages. Pascaline, par exemple, elle le dit, c'est à l'âge de 12 ans, simplement, parce qu'il y a eu une absence de suivi par un spécialiste. Il y a le cas de la petite, l'adolescente qui a été victime d'un viol à l'âge de 13 ans. Elle en est devenue mère. Est-ce que notre pays présente une défaillance, un déficit en termes d'expertise sur la prise en charge? Oui, bien entendu, moi en tant que praticien ORL, j'avouerais volontiers que nous avons un déficit en la matière. Dans les pays développés, je citerai le cas de la France, le cas des États-Unis, que nous connaissons assez bien. Dans toutes les maternités, les enfants sont testés. À la naissance, ils sont testés pour savoir s'il entend oui ou non. Donc ça, c'est déjà la première chose, ce qui n'est pas du tout fait chez nous. Bon, et dans le suivi, en fonction de ce qui se passe, les enfants sont suivis pour savoir si l'acquisition du langage s'installe en temps réel normalement, ce qui n'est pas toujours fait, sauf pour quelques parents qui, peut-être à l'âge de 2 ans et demi, constatent déjà que peut-être l'enfant gazouille pas assez, et il ne parle pas, et puis bon, c'est à ces moments-là que le gros des consultations, des surdités, avant acquisition de langage apparaissent. Bon, mais quelques parents plus vigilants arrivent peut-être avant l'âge de 2 ans, mais c'est une petite proportion. Voilà. Donc, en conclusion, il n'y a rien qui est fait pour lutter contre le développement de la surdité. Il n'y a rien qui est fait pour la prise en charge des personnes malentendantes. Quand vous dites rien, ça veut dire que le tableau de la politique publique en la matière est vierge au Cameroun? Bon, en la matière, il y a quelques centres qui se développent, mais vraiment c'est du Moyen-Âge, vraiment en termes réels. Parce que pour nous, dans ces centres, déjà, ils n'ont pas de médecins oreilles qui les assistent, et de 2, ils fonctionnent en vase clos. Bon, quelques cas qui échappent, et puis ou bien qu'ils décident
de venir nous voir. Bon, mais vraiment, c'est un vase clos, les écoles des sourds-muets. Bon, il y en a quelques-unes. Hein. Et comment tester la surdité chez un enfant? Comment le savoir? À partir de quel âge doit-on être inquiet? Il y a les premiers signes. Il y a les premiers signes de la surdité qui sont les enfants qui, déjà à 6 mois, commencent à gazouiller, ta, 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 ta. Ou bien un enfant qui est trop muet, qui dit rien. Celui-là a des problèmes. Quand il ne gazouille pas, c'est qu'il a des problèmes. Voilà. Dans les premiers mois, déjà au bout de 6 mois, l'enfant doit commencer à gazouiller. Des petits langages, ta, ta, ta. Et puis peut-être à 12 mois, il va avoir peut-être un langage élaboré, peut-être de 2, 3, 4 mots. Et puis à 20 mois, il doit avoir peut-être une 50aine de mots qu'il prononce déjà, ainsi de suite. Alors, et quand il y a un déficit, on se rend compte que peut-être il ne gazouille pas, et puis peut-être à 2 ans et demi, il n'a aucun mot, ainsi de suite. Voilà. Alors, Maître Tchamo, je vous amène sur un autre terrain là. Hein. Le docteur Youda peint un tableau sombre pour ce qui est de la prise en charge de la surdité au Cameroun. C'est inquiétant dans notre contexte social. Oui, je pense que j'irai dans le même sens que le docteur Youda, qui intervient sur la non-prise en charge des sourds-muets sur le plan médical. Mais je dirais même que sur le plan judiciaire, qui est mon domaine, c'est pareil. L'accès n'est pas... Dans les tribunaux, nous n'avons pas d'interprète des sourds-muettes, ce qui constitue un problème. Parce que si... Encore moins dans les brigades. Alors, ce qui crée un problème difficile de manifestation de la vérité, parce que si une victime de viol sourd-muet arrive dans une brigade, lors de l'enquête préliminaire, comme nous l'avons suivi dans la télé, la victime s'exprime, parle un langage, le parent n'entend pas le langage et l'enquêteur non plus. C'est difficile d'établir la preuve. Donc, il y a vraiment un manque une non-assistance des sourds-muets, non seulement sur le domaine médical, tel que le docteur l'a confirmé, mais sur le plan judiciaire, cette absence d'assistance est également significative. Dans aucune juridiction du Cameroun, nous n'avons des interprètes permanents des sourds-muets. Donc ça constitue un accès difficile, encore moins dans les brigades de gendarmerie, lors de l'enquête préliminaire. Alors, et du coup, ce sont des éléments, ce sont des évidences que vous côtoyez au quotidien. Et quel est le tableau, vous qui avez travaillé sur la question, Catherine Abafouda, quel est le tableau de la prise en charge, tout au moins sur le plan juridique, des cas de viol, etc., de personnes sourdes et muettes? Avant d'y arriver, permettez que je présente la structure qui encadre qui est le RENATA. Il est important pour répondre à votre question. Le RENATA, en fait, est un réseau d'associations de tantines. Les tantines qui sont des filles victimes de grossesses précoces, de viols et de pratiques traditionnelles néfastes. Donc, qui sont formées et regroupées en associations dans les 10 régions du pays pour lutter contre ce problème autour d'elles. Maintenant, dans notre stratégie de lutte contre les violences basées sur le genre, il en revient que les filles sourdes-muettes, les albinos, les aveugles et parfois même les enfants sont une couche sociale qui est victime d'abus sexuels, de violences, ceci dû à leur handicap. Ce qui nous a donc directement intéressés, qui nous a amené à aller vers ces personnes. Maintenant, pour ce qui est de l'aspect juridique. Oui, ce qui est de la prise en charge, dénonciation. Oui, je crois que Pascaline a souligné tout ça quand elle est passée tout à l'heure, et c'est les problèmes que nous soulevons aussi dans le plaidoyer que nous faisons, parce que notre rôle est de soutenir et d'encadrer les adolescentes. Les personnes sourdes-muettes sont des personnes qui sont non seulement victimes des abus sexuels, mais victimes de tout autre abus
dans le cadre de leur handicap. Il y a des violences physiques, des violences morales et des abus même de confiance, comme elle soulignait. Maintenant, au niveau de la juridiction, nous soulevons le problème dans le cadre du viol. Ce problème qui est réel. La victime de viol sourd-muette qui, pour celles qui sont déjà formées, savent qu'elles doivent se rendre dans un hôpital directement pour porter une plainte et d'avoir un certificat médical qui prouve qu'elle a été violée. Quand elle arrive à l'hôpital, la première des choses, c'est qu'elle ne peut pas s'exprimer. Et maintenant, il n'y a personne pour l'écouter. Étant donné que le viol est un problème d'urgence, et très souvent, les traces disparaissent. Pour d'autres qui savent qu'il faut se rendre dans un commissariat ou une gendarmerie, elle arrive là-bas, il n'y a personne pour l'écouter, pour la comprendre. Et très souvent, certains nous soulignent qu'en plus, donc en voulant se plaindre, elles revivent encore d'autres violences sexuelles. Bon, rares sont les structures qui comprennent, qui écoutent et qui soutiennent ces filles comme le Renata. Nous avons au sein de notre structure une cellule SOS Viol où nous communiquons avec elles par SMS. Donc quand nous recevons un SMS, il faut urgemment intervenir. Elle a souligné aussi des problèmes au niveau de l'emploi. Je vais dire que ce sont des personnes très douées, des personnes intelligentes, des personnes qui sont au-delà de ce qu'on peut imaginer dans l'intelligence. Mais maintenant, comme elle a dit, quand elles veulent s'insérer, la difficulté est au niveau de l'insertion, toujours à cause de leur handicap. Très bien. Alors, Pascaline, restons sur le sujet. Là, je vous interpelle, Pascaline. Vous comprenez certainement, de par l'interprétation que nous propose Merlin Défaut-Sadeux, est-ce que ce tableau-là, vous le maîtrisez, vous le connaissez, le tableau de l'absence généralisée des interprètes dans les hôpitaux pour faciliter la délivrance, le processus de délivrance d'un certificat médical en cas de viol? En cas de viol, nos problèmes. En cas de viol, le problème, la difficulté pour la fille surdite qui a été violée, parfois aussi, c'est difficile. Pourquoi? En cas de viol, la jeune fille surdite qui a été violée ne peut pas d'abord premièrement passer à l'hôpital parce que parfois c'est un peu ignoré ce que c'est que le viol. Parce qu'elle ne sait même pas ce que c'est que le viol. Pour le cas où elle sera à l'hôpital. Quand elle se rend à l'hôpital, un problème, c'est avec les médecins, le docteur. C'est avec les docteurs qui ne communiquent pas. Il y a aussi le problème aussi, la communication. Il y a le problème de communication. Les employés n'ont jamais le temps pour écrire, faire un petit mot. Et aussi, ils ne peuvent pas communiquer par écrit. Si la jeune fille ne connaît pas écrit, et aussi si elle ne parle pas, c'est difficile. Moi, je pense qu'il faut quelqu'un pour accompagner la jeune fille à l'hôpital. Dans son problème. Pour l'aider dans son problème, afin d'expliquer, parce que quand elles vont seules à l'hôpital, si elles ne savent pas du tout lire et écrire, c'est problème. À l'hôpital, les employés font aussi un effort pour faire des petits mots, lui montrer un repos par écrit. Parce que le personnel devrait aussi écrire, faire des petits mots pour qu'elles puissent répondre. Ok. Alors, docteur Yuda, est-ce que vous êtes régulièrement au fait de cette situation, de ces différents cas, vous qui les côtoyez au quotidien?
De quoi? Des viols? Des cas de viol, des cas d'abus, des cas d'absence de communication dans les formations hospitalières, dans les instances chargées d'assurer leur protection, d'intervenir, telles que la gendarmerie, la police, etc. Bon, il est bien évident que ça existe, mais il faut avouer que dans notre société, on n'en parle pas beaucoup. On n'en parle pas beaucoup. Je crois qu'il devrait avoir aussi un problème d'ignorance même qui soit à la base, parce que la personne handicapée doit être protégée. Normalement, les personnes handicapées doivent être protégées et devraient être favorisées par rapport aux personnes qui ont tout leur sens. Voilà, donc statistiquement, est-ce qu'on rencontre des cas? Oui, quelques rares cas, mais vraiment, ce n'est pas tous les jours. Mais ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Donc les cas doivent être probablement fréquents, mais nous, on ploie dans l'ignorance et personne ne se plaint et puis la vie continue, c'est ça, je crois. Donc en fait, c'est les personnes abandonnées ou les personnes à part. Bon, il faut comprendre que chaque fois qu'on a un handicap, l'handicap fait de la personne une personne à part. Qui, psychologiquement, la personne même s'éloigne de la société, se retraque de toutes les façons quand on a un handicap. Ça, c'est psychologiquement, c'est démontré. Hein. Celui qui est sourd, il sera tout le temps le plus temps seul, parce qu'il est déçu, parce qu'il ne peut pas communiquer. Quand on parle, il ne comprend pas, ou bien il ne parvient pas à communiquer. Bon, pour ceux qui parviennent à communiquer, la qualité de l'articulé n'est pas bonne, et puis personne ne comprend ce qu'il dit. Voilà. Ok. Alors, Maître Tchamo, comment ces cas sont gérés donc dans les couloirs de la justice? Puisqu'il n'y a pas d'interprète. On ne fait pas de la magie dans la justice. Je me rappelle, en 97, paix à son âme, nous avions un magistrat, Feu Messi Toba, qui était au tribunal de grande instance. Dans ces audiences, toutes les fois que vous venez avec un dossier de viol, le minimum de la peine était de 15 ans. Le minimum était de 15 ans. Il ne voulait pas savoir trop grand-chose, mais rien qu'entendre le vol, sa plume devenait immédiatement, le viol, sa plume devenait immédiatement très rigoureuse à votre endroit. Et je pense que ce problème doit, lorsque les éléments de preuve sont rassemblés, parce que les juges, à leur niveau, ils ne peuvent pas condamner s'il n'y a pas d'éléments de preuve. Lorsque les éléments de preuve sont rassemblés, il faudrait que les juges soient sévères par rapport aux violets déclarés. Mais le problème qui se pose par rapport aux sourds-muets, c'est ce que j'ai souligné tantôt. Comment un juge pourra établir qu'effectivement, tel prévenu qui est devant lui est l'auteur du viol pour lequel la victime se plaint. Ce qui est aussi difficile lorsqu'il n'y a pas d'interprète, lorsque les éléments de preuve ne sont pas immédiatement rassemblés. Par exemple, dans le cas que nous avons vu dans la vidéo tout à l'heure, aussitôt après son acte de viol, le suspect a disparu. Alors, c'est difficile d'établir cela, mais je pense que au niveau de la justice, je prends par exemple le cas d'un cas que j'ai connu dans des juridictions du Tchad. Il y a une maman qui s'était absentée pour une semaine, elle était à un enterrement. Et à la maison, il y avait ses 3 cousins. Et il y avait 4 personnes. Il y avait son mari et ses 3 cousins. Ses 3 beaux-frères, pardon. Alors, lorsqu'elle est revenue, elle s'est rendue compte que sa fille sourd-muette avait été violée. Et à la suite de ce viol, la fille est tombée enceinte. Alors, qu'est-ce qu'il fallait faire? Difficile à expliquer, parce que la fille avait d'abord gardé l'information dans un premier temps. Et c'est lorsqu'on a constaté que le ventre avançait qu'elle s'est confiée, en sa manière naturellement. Et c'est après l'accouchement qu'il était question d'établir par un test ADN qui était effectivement l'auteur du viol. Parce qu'à la maison, il y avait non seulement ses 3 beaux-frères, mais le mari. Et il n'y avait que par le test ADN qu'il fallait établir l'auteur du viol. Alors, certains ont refusé de se soumettre au viol, au test.
ce qui n'était pas facile. Et avec le temps, donc c'était un cas assez difficile parce que tous ne se sont pas soumis au test. Il n'y a que le mari qui s'est soumis au test et les autres ont refusé de se, peut-être par solidarité, je n'en sais trop pas comment, ont refusé de se soumettre au test, ce qui fait que c'est difficile dans ce cas d'établir l'implicabilité de l'un ou de l'autre personne suspectée auteur du viol dont il s'agit. Donc, les magistrats doivent être aussi sévères lorsque c'est établi. Mais je pense qu'il y a également un travail énorme à faire au niveau du gouvernement, c'est de former le maximum d'interprètes. Parce qu'il y a une chose, c'est d'exiger, comme devant les tribunaux, la présence des interprètes, mais il faut encore que ces interprètes soient accessibles. Et je pense que, je ne sais pas si le nombre qui existe est suffisant pour pouvoir être appelé devant telle ou telle autre juridiction ou devant telle unité de gendarmerie ou de police pour pouvoir répondre ou pour pouvoir entendre la victime au moment où les faits se sont passés. Donc je crois que les responsabilités sont partagées. Mais partons, Maître Djamou, au sens de la loi, qu'est-ce que le viol et à partir de quel moment est-ce que l'infraction est qualifiée de viol, surtout pour cette cible? Oui, l'infraction est qualifiée de viol toutes les fois qu'il y a eu rapport sexuel sans le consentement de l'autre partenaire. Dans ces conditions, il y a viol. La loi va jusqu'à parler du viol même dans le mariage. Hein. C'est-à-dire, lorsque le partenaire sexuel n'est pas consentant, il y a viol. Ah bon? Un rapport sexuel sans consentement mutuel constitue un viol, même dans le mariage. Mais c'est vrai que dans le mariage, c'est difficile à établir. Mais s'il y a eu des lésions, un médecin peut établir qu'il y a eu des lésions à la suite d'un rapport ou des rapports sexuels forcés et qu'effectivement, il y a eu viol. Ok. Et Catherine Abafouda, alors finalement, la difficulté ou alors le tableau qui est posé par les uns, le tableau qui est peint par les uns et les autres présente à la fois cette barrière communicationnelle qui représente une véritable entrave dans la manifestation de la vérité. Alors, comment ça se vit réellement et comment elles parviennent à surmonter ça dans le cadre de votre, je veux dire, de l'action de plaidoyer et de soutien à l'égard de ces personnes? Je vais dire ici que la plupart des victimes de viols sourdes-muettes et même d'autres victimes, même les entendantes, ont parlé de leur viol pour la première fois lors de nos formations de tantine. Je vous ai dit que nous formons les filles mais victimes de grossesse précoce en santé de la reproduction pour qu'elles essayent de revoir le problème qu'elles ont eu à pouvoir tomber précocement enceintes et après pour qu'elles s'engagent à lutter contre ça. Maintenant, pendant les formations où les unes et les autres donnaient leur témoignage, il en ressortait des autres qui disaient « Moi, j'ai été violée, je suis tombée enceinte de suite d'un viol, il m'avait forcée. » C'est pour la première fois. Et très souvent, quand une parle de son expérience, on a toute la salle qui est en pleurs, dont les autres revivent ce qu'elles ont vécu. Et je suis sûre qu'aujourd'hui, beaucoup de familles ne savent pas que leurs filles sont victimes de viol parce qu'elles parlent pour la première fois. Et je crois qu'elles parlent pour la première fois parce qu'elles se sentent dans leur milieu, elles se sentent écoutées, elles se sentent libres de dire ce qu'elles vivent, elles se sentent libres de raconter ce qu'elles ont vécu. Parce qu'il y a une réalité, dans nos familles, il n'y a vraiment pas la communication entre les parents et les enfants, même au sein de la famille, entre les frères et sœurs. Il n'y a pas vraiment une communication de confiance, d'où l'adolescente peut dire à son père ou à sa mère, voilà, j'ai tel problème. On sait très bien que c'est pendant l'adolescence que le corps de la jeune fille ou du jeune garçon se métamorphose, où la jeune fille découvre certaines parties de son corps qui changent. Et c'est très souvent dans le moment où la communication est importante. Maintenant, même pour celles qui contractent une grossesse précoce, elle garde en silence. Mais comme la grossesse ne reste pas seulement dans le ventre, elle finit par sortir. Et quand la grossesse est maintenant visible, les parents jusque-là, qui ont déjà échoué, continuent
à bloquer l'adolescente, c'est-à-dire elle crie sur elle, ce qui ne résout pas le problème. Maintenant, pendant les formations où elle se retrouve 60, parfois 100 dans une salle, pour parler du problème des grossesses précoces, pour parler des causes, c'est où beaucoup réalisent qu'elles ont traversé l'étape de l'enfance à l'adolescente. Et très souvent, donc, on parle des problèmes de viol. Il y a parfois une qui décide de parler de son problème et on se rend compte qu'il y a une vingtaine dans la salle qui pleure. Et si elle est prête à parler, elle parle. Mais ça ne s'arrête pas au niveau du témoignage. Il y a un accompagnement psychosocial. Il y a des psychologues qui doivent prendre en charge parce que ça, c'est un autre côté où la société vraiment néglige la santé mentale de la mère adolescente. Surtout quand elle a été victime d'un viol. Voilà. Il y a ça. Bon, ça, tous ces aspects-là ne sont vraiment pas pris en compte par la société qui déjà réduit la victime par un regard. On dit souvent, oui, on dit souvent qu'une fille qui a accouché précocement ne sert plus à rien. Pire encore si elle a été violée. C'est elle qui devient un peu comme l'auteur du viol qui lui se balade ardemment. Le violeur lui se balade, mais elle est la victime, elle se cache, elle se renferme. Donc, dans nos actions, dans nos activités, nous essayons de renverser les rôles. Ils se sentent libres de raconter son histoire, de se libérer. Et que le violeur n'ait même pas le courage de pointer son nez à l'extérieur, en attendant que la justice fasse son travail. Et quel est le message que vous véhiculez ce soir? Ça va dépendre à l'endroit de la catégorie. Au niveau des parents, je vais demander aux parents vraiment d'être regardants dans la maison, d'écouter les enfants. Pas seulement les parents qui ont les enfants malentendants, mais tout enfant. Les enfants sont des très grands enseignants. Les parents doivent écouter les enfants. Les parents doivent commencer à communiquer avec les enfants dès le bas âge pour créer une relation de confiance et de complicité. Maintenant, pour ce qui est de la société, le viol, c'est un problème social. Nous ne devons pas indexer les victimes de viol comme si elles étaient responsables de ce qui leur arrive. Nous devons plutôt aider les victimes de viol à surmonter, à traverser ce qu'elles vivent. Il y a une autre réalité qui se pose et qui est vraiment très grave, c'est ce problème d'arrangement à l'amiable. Beaucoup de familles pensent que quand on a un cas de viol dans la famille, il ne faut pas parler. Il faut couvrir et il faut arranger avec le violeur, ce qui ne résout pas le problème et qui très souvent empire la situation parce que rassurez-vous qu'après avoir violé l'enfant dans la maison, il va violer chez la voisine, il va continuer parce qu'il va prendre l'habitude de le faire librement. Donc, dans certains cas, la victime et les entourages préfèrent souvent garder le silence, comme quoi on veut préserver l'image de la famille. Non, il faut dénoncer le viol parce que le viol, normalement, ça ne se négocie pas. Comme j'ai la chance d'avoir en face de moi une juriste, je ne sais pas comment est-ce qu'on peut avoir plusieurs procès pour condamner un violeur quand on a les preuves. Le viol, c'est un problème d'urgence. Quand la victime prouve qu'elle a été violée, directement, il faut condamner fermement l'auteur du viol. Et maintenant, chez les personnes qui ont un handicap, je crois que la peine doit être doublée. Parce que nous les entendants, nous sommes censés accompagner, soutenir ces personnes. Mais nous ne devons pas plutôt abuser de leur handicap pour leur faire vivre doublement la peine qu'elles supportent déjà. Donc le message est vraiment, c'est divers. Très bien. Alors, Maître Tchamo, pourquoi les cas de condamnation sont assez rares dans le couloir de la justice? Et que dire du cas des viols perpétrés sur des personnes handicapées ou souffrant d'un handicap, tels que les femmes sourdes et muettes, etc. Je dirais déjà que le viol dans le code pénal camerounais est réprimé par l'article 296 du code pénal. Et dans aucun texte au monde, pardon, dans aucun texte au monde, il n'y a pas de particularité faite entre les viols sourds-muets et les viols perpétrés sur des personnes sourds-muettes ou les personnes entendantes. Il n'y a pas de différence dans aucun texte au monde. Donc, mais le juge, à son niveau, peut apporter une circonstance aggravante lorsqu'il s'agit des cas de personnes vulnérables telles que les sourds-muets. Mais les textes qui répriment les viols
ne font pas de particularité. Et dans nos juridictions, lorsque la preuve est établie, en principe, le violeur devrait être condamné. La condamnation, c'est vrai, c'est le principe, mais il faudrait également qu'on apporte les preuves. La justice n'est pas de la magie. Il faudrait que les éléments de preuve soient établis pour permettre au magistrat de justifier sa décision. Et comment établir ces éléments de preuve? Que faut-il dans l'urgence? Nous avons non seulement le certificat médical, mais il faudrait la preuve de ce que le certificat médical qui établit que la victime a été violée, il faudrait en plus qu'il y ait l'implicabilité du violeur. Parce qu'on peut avoir un certificat médical qui indique que la victime a subi un viol, mais il faut établir la relation entre ce viol et la personne qui comparaît devant la barre. Très bien. Alors, question, oui. Je voulais dire, elle a énuméré les preuves qu'il faut pour que la victime, le violeur soit condamné. Mais nous savons déjà que la victime ne peut pas facilement obtenir un certificat médical puisqu'il n'y a personne à l'hôpital qui va l'écouter. Il n'y a personne aux urgences qui va écouter, qui va essayer de comprendre son problème. Et là, elle va se renfermer. Parfois, elle préfère même ne pas y aller. C'est d'abord où on doit commencer à voir le problème. Vous allez nous dire que beaucoup de sourdes-muettes n'arrivent pas au tribunal. Ce n'est pas parce qu'elles ne sont pas victimes de viol. Elles sont victimes, comme Pascaline, nous encadrons des centaines. Mais seulement ce problème de communication. Je pense que dans chaque structure étatique, il devrait y avoir des personnes qui comprennent, qui écoutent le langage et qui peuvent traduire. Très bien. Oui, alors, je voudrais quand même apporter une précision par rapport à son intervention, que le tout n'est pas d'établir qu'il y a viol. Il faut qu'il y ait le lien d'imputabilité entre le document qui est établi et le viol. Nous avons également, par exemple, le test ADN. Si à la suite d'un viol, nous avons une victime qui est enceinte, avec un test d'ADN, ça peut s'établir. Donc, il n'est pas simplement dit qu'il faut automatiquement condamner, mais il faudrait que les éléments de preuve soient rassemblés et qu'à la suite de cela, que l'auteur du viol soit puni. Et du coup, ça traîne. Ça traîne. Du coup, ça traîne parce que justement, nous avons au niveau des sourds-muettes ce problème de disponibilité des interprètes. Si la procédure est au niveau de l'enquête préliminaire et qu'il n'y a pas d'interprète, la victime est là. Le médecin, il n'a pas besoin de déclarations. Lorsqu'une femme a été violée, qu'elle a subi des lésions, on n'a pas besoin de ces déclarations. Moi, je pense que rien qu'à la simple une consultation gynécologique, un médecin devrait établir que telle personne a été... Dans nos hôpitaux du Cameroun. Pourquoi pas? Les gynécologues sont spécialisés. Aux urgences au Cameroun, une victime de viol arrive, elle ne peut pas parler. Elle va amener la victime devant le médecin. Et qui va l'amener? La petite Nicole Aobala, qui a 13 ans, qui était victime de viol par le voisin, qui peut-être, elle savait qu'elle est sexuellement abusée, mais qui devait l'amener chez le médecin. Oui, mais là, c'est un problème de moyens logistiques. Lorsque ce n'est pas déclaré, qui va condamner? Le juge verra comment. Qu'est-ce qui va se passer? Il faut déclarer. Il y a également un message à l'endroit des enfants. Les enfants doivent apprendre à s'exprimer, à déclarer les viols. Qui va apprendre aux enfants? Un enfant qui n'a pas déclaré un viol, même à plus de 20 ans, vous avez attrapé une maladie qui vous rattrape. Donc les enfants doivent également communiquer. Pour le cas des sourds-muettes, il faudrait qu'il y ait cette formation par rapport à la communication de ce qu'elles ont subi. Très bien. Alors, docteur, cette surdité-là, est-ce qu'on peut surmonter la surdité, puisque nous avons la chance de vous avoir sur ce plateau? Oui, bien sûr, les surdités peuvent être surmontées. Il peut y avoir des réhabilitations, comme on dit. Donc, les personnes sourdes peuvent être réhabilitées. Donc, il existe beaucoup de moyens partant de la simple prothèse auditive amplificatrice jusqu'aux implants. Voilà, donc il y a les moyens de réhabiliter tous les sourds. Ça se fait au Cameroun? Le plateau technique est... Pour le BABA, il y a quelques personnes qui font des prothèses amplificatrices et puis on s'arrête là. Bon, les autres prothèses, les autres moyens de réhabilitation, on ne les fait pas. Il faut aller sur d'autres cieux. Sur d'autres cieux. Et parfois, si vous parlez d'implants, ça coûte les yeux hein. Voilà. Parce que par exemple, pour elle, c'est un bon cas pour une implantation. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? On aurait pu faire quoi, par exemple? Ben, c'est ce que j'ai dit. Un implant cochléaire pour elle aurait
peut-être beaucoup améliorer chez elle. Donc, et puis lui permettre une insertion sociale. Voilà. Oui, oui. Ça varie en fonction du type de surdité. Appareil auditif, ça varie selon la surdité profonde, sévère, colère-fausse. Mais quand on fait des implants, ça fait trop de bruit. Vous ne pouvez pas circuler dans, dans le milieu social. Le problème des appareils, c'est parce que ça ne cadre pas avec tous les types de surdité. Les appareils ne cadrent pas avec tous les types de surdité. Donc, si après avoir écouté ce qu'elle dit, je vois qu'elle a fait quelques essais, et c'est que je ne vais pas entrer dans les détails. Je ne vais pas entrer dans les détails. Le plus simple, c'est la prothèse amplificatrice. On met un contour d'oreille ou bien un intra-auriculaire, et puis ça amplifie le son, on entend. Mais il y a d'autres encore qui sont plus compliqués. Donc il y a d'autres encore plus compliqués qui permettent cette fois-là, peut-être même de moduler le son qu'on apporte à l'oreille de la personne, et ce qui permet à la personne d'être réhabilitée, comme on dit. Oui. Voilà. Oui, d'après ce que le docteur dit, ça c'est un problème. On pouvait commencer à résoudre ce problème par sa proposition, mais moi je pense que tout le monde a droit à la vie, tout le monde a droit au bonheur. Allons sur la base où il y a les écoles publiques au Cameroun pour les entendants et les parlants. Mais cette couche sociale des sourds-muettes, il n'y a pas assez d'écoles. Pourtant, il y a beaucoup d'enfants sourds-muettes et les parents qui ont ces enfants les gardent à la maison. Parce que très souvent, même les parents ne savent pas qu'ils peuvent envoyer ces enfants à l'école. Déjà, ces écoles, le peu d'écoles qu'il y a sont... c'est cher, c'est coûteux. Maintenant, d'autres parents utilisent ces enfants à la mendicité. Ce qui pose un autre problème dans la société. Très bien, et on les voit au quotidien dans les agences de voyage solliciter un soutien quelconque. De toutes les façons, nous espérons avoir donné les clés à nos différents téléspectateurs ce soir pour comprendre un phénomène qui est sous-jacent dans notre société, qui germe parfois sous nos pieds. Donc soyez attentifs au mouvement de vos différents enfants depuis la naissance et d'ailleurs pour détecter les cas de surdité et voir la possibilité, envisager d'ailleurs la possibilité de surmonter cela. Et puis en cas de viol, il faut très rapidement se faire établir un certificat médical. Et puis, vous l'avez dit, les pouvoirs publics sont interpellés à divers niveaux. Il faut aujourd'hui intégrer la notion de l'interprétation en langage des signes dans les différentes juridictions, notamment dans les palais de justice et autres, et puis dans les formations hospitalières. Cela pourrait permettre, pourquoi pas, d'améliorer et de construire un bien-être pour cette catégorie sociale. Alors, tout de suite, nous vous proposons de franchir un autre palier de cette émission. Il s'agit justement du cas social qui nous préoccupe depuis quelques semaines. La petite Berthe qui est finalement rentrée au bloc. Nous vous proposons de suivre ce reportage sous la plume de Flavien Valondongo. Et juste derrière, nous vous donnons quelques nouvelles avant de sortir. A tout de suite. Après la phase des examens, les résultats sont connus. La petite Berthe doit subir 2 opérations. La première consiste à redresser les membres de Berthe restés inertes depuis des années. Et la seconde opération a pour objectif de drainer le liquide qui a envahi le cerveau de Berthe. Les spécialistes de la santé appellent ça l'hydrocéphalie. C'est donc ici que tout commence. Berthe doit se rendre au bloc opératoire. C'est déjà l'entrée au bloc opératoire. Je vais te porter. Je vais te porter. Assia. Assia, Assia. Il faut la porte.
L'accès en ces lieux étant conditionné, le major veille au grand et s'occupe particulièrement de l'équipe de regard social qui doit prendre part à l'opération. Donc voilà, maintenant c'est vrai que c'est grand, mais je crois qu'on va se débrouiller avec un. Tu vas d'abord prendre ça. Dans les couloirs de l'hôpital, les deux chirurgiens se concertent sur qui devra commencer l'opération. Mais la solution est vite trouvée. Dr Arabo Saïdou, chirurgien orthopédiste, ouvre le bal. Mais avant cela, l'équipe d'anesthésistes entre en scène. L'anesthésie générale, on endort complètement le malade. L'anesthésie générale, c'est ça qu'on appelle l'anesthésie générale. Donc, le malade est endormi totalement. Parce qu'il y a des cas où on peut décider, si c'était peut-être les membres inférieurs, on peut décider de bloquer soit la partie d'en bas. Mais l'autre cas, il faut endormir complètement. Ça va. Des minutes plus tard, les anesthésistes confirment que tout est prêt. Dr Arabo Saïbou, chirurgien orthopédiste, et son équipe occupent l'espace. L'opération consiste ici à retracer les membres de Berthe, restés inflexibles depuis des années. Durant cette étape, Dr Fodop, neurochirurgien, n'hésite pas à donner un coup de main. Le cerveau, là-bas, si vous regardez, le cerveau est presque inexistant de ce côté. C'est parce que le cerveau est écrasé que ça, c'est le côté hémiplégique. Ah, il a eu l'hémiplégique. Oui, de ce côté. Mais quand on va dériver, ça risque de venir, c'est un enfant. Le cerveau est en la main là. Donc quand je vais dériver, le cerveau sera libre. Tu fais ça, tu le tues. La mobilisation est grande autour de Berthe. Ceci sous l'œil vigilant de l'équipe de regard social. L'opération terminée, il faut donc utiliser le plâtre pour maintenir les membres de Berthe en état. Dr Arabo Saïdou, chirurgien orthopédiste, explique la première phase de l'opération. Comme je l'avais dit au départ, cet enfant avait des flexions
c'est-à-dire les deux membres inférieurs étaient fléchis. Et puis le membre supérieur gauche, droit, qui était aussi fléchi. Donc on n'a fait que libérer ces articulations-là. Dans un premier temps, sous anesthésie, l'enfant était relâché. À gauche, on a pu réduire, on a pu étendre le membre sans intervention, jusqu'à ce qu'on ait eu une extension complète. C'est-à-dire que le genou était étendu à environ moins 15 degrés, qui est normal. On a donc immobilisé avec un plat. Donc, à droite, on a eu quelques difficultés parce que la flexion a plus duré à droite qu'à gauche. Donc là, on a fait ce qu'on appelle les ténotomies, c'est-à-dire que les tendons qui retenaient l'extension, on les a ouverts, on les a allongés. Donc on a pu obtenir jusqu'à moins 30 degrés d'extension à droite. Et puis sur le membre supérieur gauche, droit, pardon, la même chose. Donc on est à environ moins 15 degrés d'extension. La suite, c'est l'enfant va garder le plat pendant environ 6 semaines. Donc on enlève et puis on commence la rééducation. Des deux genoux, des deux chevilles, des deux hanches et puis du membre supérieur droit. Après le travail du chirurgien orthopédiste, place au neurochirurgien. Cette autre étape de l'opération consiste à évacuer le liquide qui inonde le cerveau de Berthe. Vous avez vu comment elle a connu, non? Voilà. Et vous ne voyez pas. Dr Fodop, neurochirurgien, s'attelle à installer le drain pour évacuer le liquide en question. Là, le bout est en train de couler. Vous faites couler le LCS. Ça veut dire que la pression est déjà un peu élevée. Donnez-moi le 2,0 est élevé et c'est ça qui va aller vers le péridium pour être résorbé. C'est le bout circuit qu'on cherche. Non, l'autre. Ça sort du cerveau, des ventricules. Donc, ça passe par une valve qui est réglée à une pression. Et chaque fois que la pression
dépasse la pression de la valve, l'excédent coule. Donc, comme après juste la ponction, vous avez vu, il y a une forte pression, ça veut dire que le liquide était à forte pression dans le cerveau. Et là, on voit que le bout du drain est en train de couler. Ça veut dire que le bout du drain a une pression. Enfin, ça veut dire que le SCR, pour le moment, a une pression supérieure à celle de la valve. Et chaque fois que la pression sera élevée, c'est comme ça que ça va couler. Si la pression est normale, ça ne coule pas. Dr Fodop, neurochirurgien, a profité de cette occasion pour interpeller les parents qui consultent tardivement les médecins spécialistes. Dans ce genre de cas, l'idéal, c'est de consulter très tôt et de prendre la décision très tôt. Chez les enfants, par exemple, qui ont la méningie, vraiment, il faut suivre le médecin, surtout le pédiatre. Et lui, il prendra le périmètre crânien. Quand ça sera un peu tôt, je crois qu'il va réagir à ça. Les 2 opérations ont donc duré 7 heures. Et c'est la phase de réveil. Ça va. Vous le savez mieux que quiconque, c'est grâce à vous que la petite Berthe a pu justement rentrer au bloc pour cette intervention chirurgicale, une intervention chirurgicale qui a été faite, vous l'avez remarqué, par une équipe pluridisciplinaire. Alors Vicky Nemale est avec nous ce soir, justement pour nous donner les dernières nouvelles en quelques poignées de secondes. Vicky, bonsoir. Bonsoir Eric Fena. Où en sommes-nous? Nous avons collecté les contributions les toutes dernières de la semaine, qui sont les suivantes. Le général Samobo Pierre, depuis Yaoundé, 100 000 francs. Madame Moudio, 2500. Madame Ngoufo Emilienne, 2500 francs. Monsieur Mondo William, 25 000 pour le cas de Berthe. Monsieur Étienne de la Guinée équatoriale, 50 000 francs. Madame Ekanyanga, Félicité, 20 000 francs. Mbem Kentou, 5 000. Kweta Foponde, 10 000 francs. Anonyme, 20 000 francs. Monsieur Ngamba Eric, 2 000 francs. Monsieur Bichaka, 10 000 francs. Monsieur Ndunga Stéphane Polycarpe, depuis Niété, 5 000 francs. Ndjeya Louise, depuis Yaoundé, 10 000 francs. Épée Martine, Yaoundé, 10 000 francs également. Monsieur Com, 25 000 francs CFA. Donc, pour le cas de la petite Berthe Ngobo, nous avons encaissé au jour d'aujourd'hui un montant de 3 729 200 francs CFA. 3 729 200 francs CFA. Donc, le traitement sera long. Vos dons sont attendus au numéro qui s'affiche au bas de votre petit écran. Merci et à jeudi prochain. Bien, à jeudi, Vicky, il ne vous reste plus qu'à faire un SMS, un short message, et nos équipes prendront attache avec vous dans les plus brefs délais pour vous donner la procédure à suivre pour justement faire parvenir votre don à l'équipe de Regard Social. Mesdames, Messieurs, merci pour votre aimable attention. Merci à la grosse équipe qui m'a accompagné dans la préparation de cette émission. Merci surtout au public qui est venu nombreux vivre cette édition avec nous ce soir. Eh bien, ne l'oubliez jamais, nul n'a le droit d'être heureux tout seul. Faites le bien, quoi qu'il en soit. Bonsoir et à jeudi.